C'est bon? OK. Donc, on a invité aujourd'hui M. Louis-Martin Dion et Guillaume Proux-Gobeil, qui sont ingénieurs chez Gobeil-Dion Associés. Ils ont gradué à l'Université McGill en 2009. Ils travaillent dans le domaine séricole et agroalimentaire, réalisant des études de faisabilité, d'efficacité énergétique pour des projets de chauffage à la biomasse, dans la construction et rénovation de serres, notamment des projets chez Serre-le-Fort, Sagami-Savoura, Serre de Mers, Excelsior, etc. Donc, je laisse leur parole pour nous parler de chauffage électrique. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfait. Bonjour à tous. Alors, nous autres, on est de Gobeil-Dion et Associés. On est une firme d'ingénieurs qui se spécialise en efficacité énergétique et énergie renouvelable pour les serres. Et donc, on accompagne les producteurs en serre autant de la conception d'un projet, les dimensionnements, les simulations, modélisation, jusqu'au choix des technologies, peut-être la recherche d'aide financière et même l'accompagnement durant l'implantation d'un projet pour la gestion de projet et jusqu'à la mise en service et les suivis annuels. Donc, vraiment de A à Z d'un projet d'un producteur en serre. Et puis, le CRAC nous avait demandé de discuter du chauffage à l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un peu présenter le processus d'évaluation d'un projet de chauffage à l'électricité pour les serres. Donc, sans plus tarder, on va commencer un peu plus large sur les besoins en général des serres, l'importance de définir ces besoins, un peu démêler les différents tarifs et les différentes sources d'énergie qui sont disponibles pour nos projets, pour ensuite aller un peu plus concrètement sur une étude de cas et les avantages comparativement entre biénergie et l'électricité en soi. Donc, bien entendu, au tout départ, quand vient le temps de chauffer une serre, il est important de bien définir c'est quoi nos besoins, donc faire l'évaluation énergétique. Et il y a plusieurs questions qu'on doit se poser durant cette étape-là au tout début. Donc, de un, est-ce que par rapport à nos équipements actuels, est-ce qu'ils sont en fin de vie? Est-ce qu'on a besoin peut-être de mettre à jour, d'améliorer l'efficacité, de changer d'équipement? Est-ce que peut-être on pense à une expansion, rajouter une chapelle ou doubler la superficie qui aurait un impact donc sur les dimensionnements des équipements à venir. Aussi, il y a une grande incidence par rapport au fait de chauffer à l'année ou chauffer seulement une courte période d'année. Il va avoir donc un impact sur le dimensionnement, le choix des technologies, même à la limite la source d'énergie à utiliser. Puis bien entendu, tous les choix techniques qu'on va faire sont guidés par le cœur même d'une serre, donc la culture en soi. La culture va guider les consignes, le dimensionnement, les choix de période de chauffage et tout, c'est ça qui compte au final dans une serre. Et bien entendu, avant même de choisir notre système de chauffage, le dimensionner, c'est important de regarder sur l'enveloppe même de la serre, donc d'améliorer l'efficacité, l'isolation, ou peut-être de choisir des équipements un peu plus efficaces pour avoir des gains là, en termes de coûts énergétiques. Bon, vous savez tous que... en fait, avant même de continuer, je serais curieux de voir, peut-être à main levée, qui sont les producteurs en serre dans la salle. Est-ce qu'on sont nombreux qui sont venus ici? Puis parmi les mains levées, est-ce qu'il y en a qui chauffent à l'électricité présentement? Oui, super, parfait. Bien, pour les autres, ça peut être une option intéressante ou peut-être ça va confirmer que vous êtes content avec l'option que vous avez en ce moment. Donc, on sait bien qu'avec nos hivers, le chauffage en soi représente un coût d'opération important, là, de 15 à 30 % de nos dépenses annuelles. Et juste pour aligner un peu une étude de cas, on regardait les besoins énergétiques. Ici, on va parler de kilowattheure par unité de surface, puis à distinguer le kilowattheure thermique, qui serait comme un BTU ou un gigajoule ou des kilocalories ou peu importe, versus le kilowattheure électrique pour les composantes électriques seulement. Et juste ici, on peut voir que la différence entre les deux chiffres, d'avoir des écrans thermiques ou ne pas avoir des écrans thermiques, peut avoir des incidences de 20 à 30 % sur la consommation énergétique. Ensuite, on établit avec la simulation les besoins de consommation. Il vient le temps de dimensionner l'appareil de chauffage. Là encore, c'est des règles de pouce, c'est pas nécessairement à prendre directement, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc, avec écran thermique, on aurait peut-être besoin de puissance de pointe de 200 watts par mètre carré, alors que sans écran thermique,
on aurait un besoin plus élevé, là, de peut-être 300 watts par mètre carré. Mais encore là, c'est sous réserve parce qu'il y a plein de cas où ça pourrait changer. Puis aussi, peut-être qu'on ne veut pas installer, même avec des écrans thermiques, on va peut-être installer un équipement qui peut faire le 300 watts par mètre carré, juste au cas où les écrans thermiques ne fonctionneraient pas ou pour d'autres raisons aussi. Donc, ensuite vient le temps de choisir sa source d'énergie. Et là, donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y a de disponible dans les environs, que ce soit le propane, le gaz naturel, le mazout, les huiles numéro 2, huiles usées, la biomasse forestière, les rejets thermiques et, bien entendu, l'électricité qui est le sujet de notre présentation. Et maintenant aussi, un autre élément quand même important qui peut avoir une incidence sur les choix de technologie et d'énergie, c'est comment on distribue notre chaleur, que ce soit avec de l'air chaud ou peut-être de l'eau chaude, si jamais on est déjà équipé avec un système de distribution d'eau chaude. Je vais passer la parole. Je vais te laisser la petite manette, la professionnelle avec. Yes. Donc, maintenant, on va parler, avant de commencer vraiment au niveau électrique, on va faire un petit sommaire de l'ensemble de la boîte à bonbons, l'ensemble des énergies qui sont disponibles pour chauffer une serre au Québec. Donc, dans le tableau, on les a mis un peu en ordre croissant de coûts. Puis comment on regarde ça? Bon, les principaux, on a les copeaux de bois, on a le gaz naturel, la granule de bois, le propane. On a mis dans l'analyse 2 coûts différents qui représentent le coût actuel autour de 40 cents le litre, puis une augmentation, si on avait une augmentation à 45 cents, on voit l'effet que ça a. Ensuite, l'huile numéro 2, le fameux mazout, à 75 cents le litre versus à 85 cents. Ensuite, on regarde les tarifs d'électricité, le tarif standard, le tarif D, le tarif M. Dans la colonne PCI, qui est le pouvoir calorifique interne, c'est l'énergie qui est disponible par unité. Donc, pour chacune, quand on parle d'une tonne pour la biomasse, un mètre cube pour le gaz, combien il y a d'énergie de kilowattheure dans une unité. Donc, après ça, on a mis les coûts là, de chacun. Puis, finalement, l'important dans tout ça, c'est qu'on se ramène vers les coûts nets. L'idée, c'est de ramener ça, comme vous voulez faire un comparatif, c'est de ramener ça en coûts nets pour tenir compte de l'efficacité des systèmes. Avec le temps et la technologie, l'ensemble des technologies, les efficacités viennent qu'à s'améliorer. Quand on regarde la biomasse, on peut se donner grosso modo autour de 80 %, mais il y a des systèmes qui vont être capables de faire jusqu'à 85, même 90 même chose pour le gaz naturel, quand on parle des aérothermes ou des systèmes à condensation, on peut aller jusqu'à 95 %. Donc, quand on fait l'équation, tout ça, l'important qui est à regarder, les gens se disent souvent, moi, je veux payer 3 cents le kilowattheure, c'est ça que j'ai besoin pour ma serre. Donc, il faut tenir compte de l'ensemble de ces calculs-là pour arriver à la dernière colonne qui est vraiment ce qu'on regarde. Donc, on va parler, tu peux peut-être cliquer. Si on part du premier, qu'on est autour, là, avec la biomasse, autour de 3 cents le kilowattheure, tout va être dépendant de la quantité que vous utilisez, la quantité que vous allez acheter là, par année, comment vous allez négocier vos contrats. Même chose pour le gaz, et ainsi de suite. Puis, à la fin, on arrive vers les tarifs d'électricité. Donc, on remarque quand les gens disent l'électricité, c'est 7 sous le kilowattheure. C'est ce qu'on a en tête là, comme règle du pouce souvent. Par contre, il faut tenir, comme Joey a mentionné dans sa présentation, il faut tenir compte de la puissance qu'on va utiliser puis la pénalité qu'on va traîner toute l'année parce qu'on a une grosse pointe en hiver. Par contre, en été, on va en utiliser moins. Donc, quand on met tout ça dans une simulation, donc on fait une simulation puis on regarde ça, on peut arriver autour de 9 à 10 cents le kilowattheure pour l'électricité. Donc, à la base, on se dit, ouais, c'est pas intéressant le chauffage électrique, pourquoi j'irais vers cette option-là quand j'ai une panoplie d'autres options qui sont plus économiques avant tout ça. Ensuite, il y a le tarif d'été. Donc, il nous amène un peu quand on s'est fait questionner, est-ce que le tarif d'été, le tarif biénergie peut être intéressant? Donc, c'est la question qu'on s'est posée. Des points à retenir avant d'aller plus loin, c'est que, oui, le coût d'énergie, on peut dire, moi, je m'en vais à biomasse, c'est super intéressant, c'est pas cher, c'est 3 cents le kilowattheure. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que le coût d'investissement, il y a un coût d'investissement qui est différent pour chacune des sources, puis c'est pas magique. Malheureusement, souvent, c'est qu'on va avoir un coût qui va être bas pour notre source d'énergie. Le coût d'investissement peut être quand même assez élevé. Ensuite, la période d'utilisation. Est-ce qu'on a une grosse consommation d'énergie sur 12 mois dans l'année ou on va seulement utiliser l'énergie pendant 9-6 mois dans notre année? Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est sûr, valider est-ce que c'est disponible dans ma région. Donc, est-ce que le gaz naturel passe chez nous? Là, si lui passe, ça vient qu'à annuler d'autres options dans notre tête. Si le gaz naturel n'est pas là, est-ce qu'on va aller vers la biomasse? Est-ce qu'il y a de la biomasse proche? On est-tu capable de s'alimenter pour notre volume qu'on a besoin? On est-tu capable d'avoir des contrats ou des ententes d'approvisionnement avec nos fournisseurs? Donc, ainsi de suite. Finalement, si ces questions-là, la biomasse, c'est pas intéressant pour nous, le gaz naturel n'est pas disponible, là, on se dit, bon, on a les traditionnels, le propane, le mazout, mais là, est-ce que l'électricité devient intéressante pour nous? Ça, c'est juste un tableau un peu résumé, là, plus sous forme graphique pour les gens plus visuels là, des différentes sources qu'on vient de parler. Voilà, l'autre slide.
Maintenant, on rentre dans ce qui est un petit peu plus touché, c'est les tarifs, les différents tarifs d'Hydro-Québec, donc les tarifs à faire. On a le tarif M. La première contrainte, on doit avoir une certaine puissance toute l'année. On doit avoir au minimum de 50 kW qu'on va utiliser. Ensuite, quand on regarde les deux colonnes bien importantes à regarder, c'est la colonne consommation et la colonne puissance. Parce que si on en regarde juste une, on va manquer un bout de l'équation, comme on disait au préalable. Si on regarde seulement, on regarde ça, on disait le tarif M à 4,87, le 210 000 premier kilowattheure, c'est super intéressant. L'électricité, c'est la solution pour moi. Par contre, il faut tenir compte de la puissance qu'Hydro-Québec va nous charger. Par exemple, on a un système qui va tirer 100 kW par année de puissance. Donc, à tous les mois, Hydro-Québec va vous charger 14,87 fois ce 100 kW-là. Donc, 1 400 qui va être là à tous les mois, qui va revenir. Ça va être au niveau de la pointe. Quand on va être dans les mois au niveau de l'hiver, le minimum qu'Hydro-Québec va vous charger, c'est 65 de ce montant-là. Donc, on va tirer ce montant-là toute l'année, ce qui fait quand on regardait dans les slides au préalable, c'est qu'on était autour de 10 cents le kilowattheure. C'est un peu dû à ce kilowattheure-là de puissance qui nous est chargé. Après ça, on a le tarif d'éclairage. Joey en a parlé dans sa présentation, donc on ne reviendra pas nécessairement là-dessus, mais qui peut être intéressant là, comme source pour la culture. Puis aussi, bien, on a un petit gain thermique si on utilise des HPS. On peut avoir un petit peu de chauffage qui va venir de la perte thermique des lampes. Ensuite, le tarif D qui est similaire, qui est le tarif que beaucoup de gens ont, qui est le tarif domiciliaire. Donc, c'est le même tarif que vous avez à la maison chez vous. Donc, c'est un peu les mêmes conditions que le tarif M. Donc, celui aussi, on va se retrouver à autour de entre 9, 10 cents, 8 cents des fois de moyenne annuelle du kilowattheure qu'on va payer. Maintenant, ça nous amène à parler au fameux tarif Bi-Énergie. Le tarif Bi-Énergie, on va aller tout de suite à l'autre slide, ça vient à la base. Le tarif Bi-Énergie a été instauré en 1983. Hydro-Québec avait des surplus d'énergie puis cherchait des marchés pour les écouler, donc ils ont créé ce tarif-là. C'était un tarif qui faisait que dans la serre, on avait besoin de 2 systèmes de chauffe pour remplir notre besoin. Donc, à la base, un système électrique et un système d'appoint qui allait faire les pointes quand Hydro-Québec avait besoin de plus de puissance sur le réseau. Hydro-Québec vous disait, OK, on a besoin de pointe, éteignez votre système électrique, vous embarquez sur votre système d'appoint. Donc, ce qui était bien intéressant, c'est que le taux, il donnait un taux très, très, très avantageux à 3,47 le kilowattheure. Puis, il n'y avait pas de pénalité au niveau de la puissance. Donc, on payait 3,47, ce qui était quand même un bon tarif. À l'époque, ça valait la peine. Ce tarif-là, en 2004, a été aboli. Puis, Hydro-Québec a demandé aux gens, ont donné des incitatifs aux gens pour débarquer de ce système-là. Puis, il y a un nouveau tarif qui a été créé, qui est le tarif d'été, qui est un peu sur la même base, avec des conditions que la température. Si la température est inférieure à moins 15 à l'extérieur, Hydro-Québec vous demande de débarquer du réseau, de ne pas chauffer votre serre avec de l'électricité, parce que sinon, au lieu d'être à 4,57 le kilowattheure, vous tombez à 26 sous et 69 le kilowattheure, ce qui est très, très cher. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Là, vous allez vous en souvenir si vous oubliez d'éteindre votre système. Vous allez le voir sur votre facture, puis ça va vous marquer. Donc, c'est une des contraintes. Par rapport à ce qu'il y avait dans le premier tarif BT, maintenant, on a les mêmes conditions que le tarif D au niveau de la puissance. Donc, vous avez à payer de la puissance à tous les mois. Il y a un tarif pour la puissance en été puis un tarif pour la puissance en hiver. Donc, lui, il ne faut pas dire « Ah, c'est seulement 4,57 ». Il y a à rentrer dans l'équation, comme on va le montrer dans notre étude de cas, il faut rentrer les effets du kilowatt, de la puissance, notre appel de puissance, comment il va nous coûter. Puis après ça, quand on dit un système Bi-Énergie, ce n'est pas nécessairement une fournaise qui peut être alimentée par 2 combustibles. Ça peut être 2 systèmes côte à côte. Donc, j'ai ma fournaise au mazout, à côté, j'ai ma fournaise électrique qui constitue mon système Bi-Énergie. Pour continuer, donc, étant donné que le tarif Bi-Énergie a plusieurs critères, c'est pour ça l'importance de faire une étude de cas en regardant un producteur type, un petit producteur qui aurait environ 1500 mètres carrés, 15 000 pieds carrés. Et là, aussi de vous montrer l'impact de chauffer soit 12 mois par année et ou 9 mois par année. Donc, pour cette dimension-là de serre, on aurait une puissance de 375 kW en termes pour chauffer 12 mois, pour être capable de pallier aux pointes de chauffage des gros mois d'hiver. Tandis que si on chauffe juste 9 mois, déjà on peut sous-dimensionner la chaudière, peut-être un 30 de moins, pour être en dessous de 280 kW. Et donc, vous allez voir qu'en termes de tarif de la facturation de la puissance, il y a déjà un avantage de chauffer un peu moins que 12 mois par année.
Et là aussi, qui dit chauffage électrique, dit bien entendu la nécessité d'avoir une bonne entrée électrique. Donc, si on est déjà installé avec le 600 volts, on peut s'attendre à une consommation là, de 360 ampères jusqu'à 270 ampères selon qu'on chauffe 12 à 9 mois. Tandis que si on a seulement le 240 volts d'installé, là, il faut s'attendre à tirer jusqu'à 1000 et 1500 ampères. Donc, le fait d'avoir à rajouter une installation 600 volts peut devenir très importante, puis à considérer dans les coûts d'installation. Et donc là, en regardant l'étude de cas, en faisant une simulation, juste en termes de consommation énergétique, bon, le chiffre est un ordre de grandeur, mais au moins juste pour démontrer que de se passer de 9 mois à 12 mois, on peut passer du simple au double, juste parce que 9 mois évite de chauffer les 3 mois les plus importants. Puis vous allez voir l'incidence aussi en termes de coût, le coût de revient énergétique. Là, ici, le tableau résume un peu les coûts énergétiques, les coûts par unité d'énergie, si on chauffait à une seule énergie. Puis c'est un peu le même principe, partant de la biomasse, du gaz naturel, jusqu'au propane. Ici, propane, mazout 1 et 2, regardant les coûts actuels, mais sachant aussi que les prix fluctuent énormément et qui donc peuvent augmenter, jusqu'à l'électricité seule qui est bien entendu élevée. Mais là, étant donné que la biénergie avait beaucoup plus de potentiel intéressant, on considérait dans notre étude de cas que donc le gaz naturel n'était pas disponible et que la biomasse aussi demandait peut-être un investissement trop important pour faire l'installation complète à la biomasse. Donc, c'est pour ça qu'on compare la biénergie avec le propane ou le mazout. Et là, ici, on présente les coûts, si on veut, les coûts de revient, les coûts par unité d'énergie, qui sont en fait la combinaison, la somme des coûts par kilowattheure électrique, le coût de la puissance et le coût du propane ou du mazout, mis ensemble et remis sur une unité commune. Et donc, on voit que, juste au point de vue du propane comparativement à la biénergie, on se retrouve à quelque chose de très compétitif, quand même assez proche l'un de l'autre, à 6,6 sous le kilowattheure, et qui est assez similaire au point de vue biénergie. Mais là, un producteur peut peut-être se demander, est-ce que c'est le moment de changer, étant donné que les coûts sont similaires et demandent un investissement de plus? Mais on sait aussi que le propane fluctue beaucoup. Dans les hivers, peut augmenter énormément. Dans les prochaines années, peut encore augmenter. Et même juste une variation d'un 30 de plus ferait en sorte que la biénergie deviendrait compétitive, entre 8 sous le kilowattheure et 6,5 sous le kilowattheure. Merci. Pour continuer, maintenant, quelqu'un qui chauffe, on va regarder quelqu'un qui chauffe à 12 mois. Maintenant, à 9 mois, on voit que dans tous les cas, la biénergie est très intéressante. Et, assez rapidement, c'est pas mal la même chose au point de vue du mazout. Le mazout, par exemple, est intéressant que ce soit chauffé à 12 mois ou 9 mois, mais on voit sur le tarif final que chauffer 9 mois, bien entendu, a un certain avantage, encore une fois. Donc, juste pour résumer, en considérant un système biénergie, des questions importantes à se poser. Donc, de 1, est-ce que, comme on disait, l'agrandissement à court terme est prévu? De 2, est-ce que les équipements qu'on a présentement doivent être changés? Peut-être l'équipement actuel peut continuer sa durée de vie, qui nous sert de biénergie pour ajouter une chaufferette, une chaudière à l'électricité. Maintenant, encore une fois, la question, est-ce que le gaz naturel est là ou non, qui fait peut-être passer d'une option à l'autre. Et puis, peut-être qu'il y a des subventions, des aides financières disponibles parce qu'un chauffage biénergie serait éligible à des aides financières auprès du programme Éco-Performance, du programme du Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. Ensuite, bien entendu, vous allez voir est-ce que notre entrée électrique est suffisante en termes de 600 volts et en termes d'ampérage. Continuer. Après ça, rapidement, on va regarder, bon, grosso modo, juste pour vous donner une autre idée, pour une petite serre, on parle encore d'une petite serre de 15 000 pieds carrés. Donc, c'est sûr, si on grossit ça, quelqu'un qui parle, OK, moi j'ai 60 000 pieds carrés à chauffer, on débarque quasiment que c'est juste au niveau de l'entrée électrique que vous allez avoir installée, c'est pratiquement impensable ou c'est une grosse dépense à faire. Il faut vraiment très, très bien l'analyser. Fait que restons dans le petit cas, quelqu'un qui est autour là, du 300 kW de puissance. On a fait des recherches là, avec des différents fournisseurs juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, pour une petite chaudière électrique qui va vous permettre de chauffer là, votre serre de 15 000 pieds carrés, on parle d'environ 35 000 d'investissement pour l'équipement. Si on a un système à l'eau chaude, à l'air chaud par contre, pour la distribution, on parlait peut-être autour de 50 % de ce coût-là pour l'équipement. Par contre, on voit les ampérages. On parle si on est sur le 600 volts,
on va avoir environ besoin de 300, c'est quasiment 1 pour 1, là, la règle, si vous êtes sur le 600 volts, de 300 ampères nécessaires. Fait à la base, vous pouvez vous poser la question, quelle grosseur est votre entrée? Est-ce que vous avez déjà le 600 volts chez vous? Puis ensuite, quelle est la grandeur de votre ampérage de l'entrée? Est-ce que vous êtes capable de l'ajouter le 300 ampères de plus ou il faut faire des modifications avec un électricien? Donc, un coût budgétaire, quelqu'un qui ne l'a pas, le 600 volts, puis veut le rentrer, pour rentrer environ 300 ampères, on peut parler de 10 à 15 000 $ qui vient s'ajouter dans la balance. Puis ensuite, une autre des conditions pour Hydro-Québec, dans les systèmes Biénergie, il faut vous démontrer à Hydro-Québec que vous avez un système d'appoint, que vous n'êtes pas dépendant d'eux. Si Hydro-Québec, du jour au lendemain, peut vous dire, moi, vous ne pouvez plus chauffer électrique, il faut que vous ayez le système d'appoint à côté, soit au propane, soit au mazout, pour prendre la balance. Puis ce système-là doit aussi être capable de faire 100% de votre besoin de chauffe. Donc, ce qui nous amène à faire le switch d'un à l'autre. Par exemple, quand la température est moins 15, au Québec, un système de communication va vous envoyer un courriel ou vous appeler, puis vous dire, présentement, on rentre en zone de restriction, vous devez changer votre système, vous devez embarquer sur votre système d'appoint. Donc, pour ce faire, Hydro-Québec exige que vous ayez un automate, que ce ne soit pas la personne qui dit, OK, je m'en vais éteindre le système à l'électricité, puis je rallume le système d'appoint. Il faut que ce soit un système automatique qui, selon la température extérieure, l'automate de contrôle va faire balancer vers le système d'appoint au mazout ou au propane. Donc, c'est à tenir compte dans les investissements. Est-ce que vous avez déjà un système de contrôle dans votre serre ou est-ce que vous songez en installer un? Donc, à tenir en compte dans la liste des choses. Après ça, on peut regarder un peu les avantages et les inconvénients. Il y a le volet économique, mais il y a peut-être d'autres points qui peuvent rentrer en compte. Donc, si on regarde le propane mazout, les avantages, les prix actuels sont somme toute pas mauvais. On a eu des prix qui ont été, ça a monté là, autour de 2008-2009, les prix étaient beaucoup plus haut que ça. On est redescendu, c'est un peu comme le prix à la pompe là, quand vous allez faire le plein d'essence. Donc c'est un peu tout relié ensemble. Ensuite, le réseau est établi au niveau de la distribution. Du propane, de l'huile, c'est des réseaux en région, un peu partout. Vous allez être capable de vous approvisionner avec ces combustibles-là. Puis, il y a la possibilité, comme on disait avec les canons, si vous avez un système au propane, vous allez pouvoir chauffer, puis il y a peut-être la possibilité, comme on parlait dans la conférence précédente, de faire de l'enrichissement au CO2 avec ce système-là. Donc, on peut voir ça comme un certain avantage. Par contre, au niveau des inconvénients, comme on vient de dire, c'est la variabilité des prix. On n'a pas vraiment de contrôle sur le prix qu'on va avoir. On peut signer des contrats avec nos fournisseurs, mais il peut y avoir une certaine variabilité à ce niveau-là. Il faut s'occuper des remplissages, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut être conscient qu'on a nos réservoirs, être certain, par exemple avec la période des fêtes qui s'en vient, être sûr qu'on va avoir assez d'énergie que notre fournisseur est capable de nous fournir dans les périodes par rapport à un système au gaz naturel, par exemple, que c'est seulement le pipeline qui est là, puis vous n'avez pas besoin de vous en occuper, le système est plutôt automatique. Puis aussi au niveau de la vision on parlait, comme Liette le mentionnait, l'ensemble de la vision de votre entreprise. Est-ce que vous voulez jouer la carte verte? Est-ce que c'est un aspect important pour vous? Mais quand on utilise ces combustibles-là, ça ne fait pas partie c'est des énergies non renouvelables. Donc, au niveau de ce volet-là, on ne peut pas partir de la catégorie des gens qui utilisent des énergies vertes. Quand on parle au niveau du Biénergie, donc on décide d'utiliser l'énergie électrique comme source principale avec l'appoint. On peut avoir quand même, comme on l'a vu dans l'étude de cas, un coût compétitif. C'est une énergie renouvelable. C'est des systèmes à haute efficacité. Au niveau électrique, on parle de systèmes qui ont autour de 100 le kilowatt électrique qui va rentrer va vous donner 1 kW de chauffe. Et ensuite, c'est éligible à des subventions. Le programme Éco-Performance, donc vous allez faire, en utilisant une énergie verte, vous réduisez vos gaz à effet de serre, donc il y a la possibilité d'aller chercher des subventions au niveau du programme Éco-Performance qui a été renouvelé, qui a redémarré il y a 1 mois environ. Donc, c'est une possibilité qui peut baisser le coût de l'investissement pour vous. Au niveau des inconvénients, comme on l'a mentionné, ça prend une grosse entrée électrique, ça prend idéalement le 600 volts triphasé, ça requiert beaucoup d'ampérage. Vous avez besoin d'un système d'appoint quand la température va être plus froide que moins 15, puis vous avez besoin de gérer votre puissance, d'avoir le système d'automate, comme on le mentionnait. Une petite conclusion, on va faire le retour là-dessus. Là, on se répète un peu, mais on tape un petit peu sur le même clou. C'est de bien évaluer ses besoins actuels, ses besoins futurs. Ensuite, le tarif Biénergie peut être intéressant dans certains cas, quand on a peut-être une petite puissance. On n'opère pas la serre 12 mois par année, donc on n'est pas en période de chauffe dans les mois de décembre, janvier, février. Donc on est en période de chauffe sur le reste de l'année. Donc on décharge, on se libère des gros froids d'hiver. Comme les 2 derniers hivers, on n'est pas en période de chauffe quand il fait moins 25 à l'extérieur.
Ensuite, on a peut-être, vous avez déjà un système au mazout, un système au propane existant, puis vous voulez une alternative pour essayer de baisser vos coûts ou avoir une meilleure empreinte environnementale. Peut-être à ce moment-là, ça vous permet de venir mettre une deuxième fournaise électrique à côté de votre système au mazout ou propane. Puis ça va, d'un, permettre de prolonger la durée de vie de vos équipements propane-mazout qui vont moins être en service. Puis avoir votre deuxième source, là, votre source principale qui est l'électricité. Puis il y a possibilité aussi de sous-dimensionner la fournaise électrique. Étant donné que vous n'allez pas être, quand il fait moins 15, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, on n'est peut-être pas obligé de dimensionner pour une grosse fournaise pour rien. Donc, c'est à tenir en compte là, dans l'analyse de tout ça. Les nécessités, le contrôleur, puis une entrée électrique suffisante. Puis, on revient un peu à la même conclusion que la présentation précédente. Au niveau du chauffage, comme dans bien des décisions, c'est du cas par cas. C'est un système à analyser. Il faut analyser, il faut prendre le temps d'analyser la solution qui va être la bonne pour vous.